Très bien, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place pour cette rencontre de presse consacrée à l'Égypte et aux récentes condamnations à mort et à la prison à vie pour l'ancien président et les opposants politiques. On a le plaisir d'accueillir pour cette présentation deux avocats, deux éminents juriste, monsieur maître Gilles Devers, qui vient d'arriver, qui est donc avocat et enseignant à la faculté de droit de l'Université de Lyon, et puis maître Abdelmajid Mrari, qui est également juriste et président de l'organisation AFD à Paris, plus quelques autres représentants ici autour de la table, qui représentent donc diverses ONG qui s'intéresse donc à ces questions de droits de l'homme en Égypte. Alors, comme le veut notre tradition, je vais vous demander de signer notre livre d'or. Je crois que vous parlez tous français. Très bien. Juste une signature. Et puis, en même temps, je vous remets un petit souvenir qui se trouve ici. Voilà. Petit, voilà. Voilà, les cartoons sont à la mode. Et là, c'est un dessinateur palestinien, ou syrien, entre autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très bien, puis je vous laisse la parole. Alors, qu'est-ce qui commence? C'est vous, Maître Mrari. Très bien. Parfait. Alors, je vous laisse la place et je vous souhaite une bonne rencontre. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les médias qui ont répondu à notre invitation, ainsi que toutes les ONG qui sont là aujourd'hui. Merci surtout pour le peuple égyptien, victime d'avoir voulu tourner à un moment donné la page de cette sombre période des régimes qui se sont succédés sans jamais donner la possibilité au peuple de choisir ses dirigeants. Notre constat est que lorsque le peuple égyptien a décidé à un moment donné de tourner la page et a choisi son premier président élu démocratiquement, eh bien, certaines forces de ce pays ont décidé que cela ne se passerait pas de la sorte et ont préféré mettre le pays au feu et à sang, et l'ont fait en bafouant toute une série de règles locales et internationales. Nous avons toutes les ONG qui sont présentes ici ont directement contesté ce fait, et notre démarche aujourd'hui est dans cette dynamique-là, à un moment donné, de mettre ensemble les différentes ONG qui ont cette envie de dénoncer la situation et de le faire de manière structurée. Alors, je vais, dans un premier temps, présenter les personnes qui sont présentes ici à la table et qui vont nous éclairer à un moment donné de différentes manières. Nous avons des juristes, mais nous avons aussi quelques ONG qui sont présentes. Donc, pour commencer, Gilles Devers, Maître Gilles Devers, vous avez été présenté juste maintenant. Différentes actions ont été faites par vous avec différentes organisations. Donc, nous allons vous entendre. Puis, nous aurons l'occasion d'entendre Dalia Lotfi, maître Dalia Lotfi, qui représente l'Alliance européenne des droits de l'homme. Plutôt, je pense qu'on va faire honneur aux femmes et ce sera d'abord elle qui va intervenir. Ensuite, nous allons entendre M. Saleh Keïgis du COJEP International, qui est une ONG qui se présentera également. Et puis, nous aurons M. Abnasser Ait Liman de l'AVTT, Association des victimes des tortures, qui fera une intervention également. Donc, pour commencer, je demande à Maître Dalia Lotfi de faire son intervention. Thank you very much for inviting me to speak about the judiciary in Egypt. And I think every day we hear a stunning judgment from the Egyptian court, which arises many doubts over the independence and the impartiality of the judiciary.
The Egyptian judiciary, since the 2011, has been or gained a reputation of being a tool used against the dissidents and against the critics of the regimes. Evident by the sentences that it passes against journalists, against protesters, against anyone who stands against the government or try to use his rights of freedom of expression. We've seen over 1,000 death sentences in less than a year, over 3,000 civilians referred to military court contrary to the Egyptian constitution. And we've seen many cases of abuse and torture against women, children incarcerated at Egyptian prison. There is evidence of interference of the judiciary in the functioning, interference of the executive powers in the functioning of the judiciary. We see this in cases every day brought before masses of protesters or dissidents. So the trials became a wholesale trial to sentence hundreds of civilians in a single trial that lasts less than an hour, which breaches the right to fair trial. We've seen in numerous trials that the persons are denied of defending themselves by trying them in absentia, or by denied the right to call witnesses, or by placing the defendants in a soundproof glass cage where they can't listen or hear what's happening at court, which violates Articles 268 and 289 of Criminal Proceedings Code. We know that lawyers have no access to defendants during hearings or interrogation. We documented many cases whereby the state security kidnap the accused and hold them incommunicado for a week, sometimes for a month, before they have access to lawyers or families, during which they are prosecuted either in the detention center or in prison without access to a lawyer to extract confessions and refer them later to the court with death sentences or life imprisonment. We documented also some irregularities in trials, such as that the witness statements used in trials solely came from the state security officer, and no witnesses in favor of the defendants were called. And in February, the cabinet announced intentions to change the criminal procedure code, Article 227, whereby the witnesses will be called on the request of the judge. So the litigants will not have the right to call witnesses, and no witness can approach the court to provide his or testify. Contrary to the current article of the Code of Criminal Procedure. The proposed amendments to this article were drafted by the Supreme Committee for Legislative Reform. This committee has been created by President Sisi in 2014, and its members were appointed by him. So you can see how the executive, how the president himself can amend the law in the absence of parliament. There are many examples that shows the flawed practices of the judiciary. So, for example, the Minya case
where 529 people were convicted in connection with violence. The court session lasted less than an hour, and the case files after that hour were referred to the chief mufti for consideration of death penalty. The trial handed down the sentence after 2 sessions. Each session lasted less than an hour. And no defense witnesses were called, and the defendants were not permitted to testify in their own defense. There are several cases that had the same procedures. There are many examples recently that shows the influence of the executive over the judiciary. For example, on the 11th of December 2013, the cabinet and the Minister of Justice, as executive, not part of the judiciary, has announced the formation of special circuit courts to trial high-profile cases such as terrorism case. This is contrary to the to the Judicial Authority Law number 46 for the year 1972, which stipulates that the formation of these courts and the designation of judges to specific cases or court is done by the Courts General Committee and not done by the appellate court or done by the executive power. Another example would be the presidential decree that President Sisi passed on the 28th of October 2014, law number 136 2014, which rendered all public properties as military facilities. Under this decree, President Sisi, or the judiciary, has referred over 3,000 civilians to be tried before military courts. The decree meant that any person accused of committing a crime on public property could be tried in military court. And of course, the safeguards for fair trials doesn't exist in military courts, and there is no right of appeal. Under this decree, over 3,000 people, including children, were referred to the military courts, and the decree was used retroactively by the prosecutor. So we found cases where the crime was committed before this decree was passed, yet the accused or the defendants were referred to military courts, which is contrary to the Egyptian constitution that stipulates that penalties may only be imposed for acts committed after the law, after the date of the law imposing it, and not before that. Also, it violates the African charter that Egypt is a state to, which prohibits the trial of civilians before military courts. It's difficult to think of any independency or impartiality when there is executive interference and considerable authority over the judiciary. But if we look at the structure of the judiciary in Egypt, which many lawyers and many activists have been calling to reform this structure to guarantee the independence of the judiciary from the executive powers. So judges, for example, and investigating judges are appointed by the Ministry of Justice, which is an executive body. It's not a judiciary body. The Minister of Justice has the right to punish or reward the judges, have the right to second them to non-governmental places, and of course with a generous pay, which is an incentive for judges to appease the Minister of Justice and the executive power.
Many of the judges were former policemen, so when they rule in the case, they have the mentality of the state. They have they formed already their opinion on the defendants before they passed the sentence, because they are part of the state. Many judges as well were appointed because they are the son of a judge or a relative, despite his poor academic record, which again prejudiced the rights of the defendants for fair trial. Also, there were cases of harassment to judges who expressed their opinions of supporting Morsi. Were reported. Judges, for example, were forced into early retirement. 75 judges were expelled from the Judges Club, including a prominent figure, a former vice president of the Court of Cassation, Judge Mahmoud al-Khudairi. He's 75 years old. He suffers from heart condition, yet he was held in a solitary confinement for 23 hours with no access to the sunshine, with no access to proper ventilation, which affected, according to his doctor, worsened his heart condition, and he's still currently held in prison despite his age. Also, the prosecutorial independence is necessary to guarantee the implementation of human rights in trials and fair investigation of cases. So under international standards, prosecutors should ensure that abuse committed by the state officials is properly investigated. More specifically, prosecutors should give due attention to the prosecution of crimes committed by public officials, particularly corruption, abuse of power, grave human rights violations by government officials. Since 2011 uprising, none of the crimes committed by a state official have been investigated. In fact, Mubarak and his sons and his security aides were acquitted and cleared of giving instructions to the state security and to the police to kill the 800 protesters during the January uprising. If we look at the prosecution now and its practices, we see that the police detains the suspect for more than 10 days, and the prosecution is aware of this illegal detention. And when the suspect complains to the prosecution, no investigation is carried out. The public prosecution don't investigate the enforced disappearance. So when the victim complains to the prosecution that he's been kidnapped by the state security for a number of weeks or months, the public prosecutor doesn't investigate his kidnap or his torture by state officials. Also, we saw cases where the public prosecutor refuses to document the torture, the tortured victim, or refer them to forensic doctors, which we saw in cases like Arab Sherkas prejudiced their right to a fair trial. There were strong evidence in Arab Sherkas case that at least 3 of them were kidnapped by the state security during the time of the alleged crimes. So there was no way that they physically would have committed these crimes, yet 4 days ago these men were executed. Okay. Okay. The public prosecutor also doesn't complete the investigation with the victims, and most of those victims' sentences, detention continues without proper investigation, which is believed to be a tool to impose prison sentences without trial. So to hold the victims at detention without a proper investigation.
Also, the public prosecution refuses to inspect the conditions of the prisoners, despite solid evidence that many of the prisoners have been subjected to deliberate clinical negligence. And we have documented over 200 cases of death in custody, either due to torture or due to medical negligence. And many of these cases have reported these breaches to the public prosecutor, yet it was ignored. To sum up, the judiciary has positioned itself as a close ally to the executive power and to the regime. And many Egyptians will see the judiciary as a main political actor, undermining human rights and the rule of law. And the government should repeal the military court sentences and should end the involvement of the executive in the judicial work or over the judicial work, and restrict the jurisdiction of military courts to military personnel, and also to investigate the detention of over 40,000 detainees and the allegations of torture. Also, furthermore, the government should establish a fact-finding mission to investigate the crimes committed by security forces, either at the prison centers or or their use of excessive force against protesters. Thank you very much. I've been told that I took more than the time allocated to me. I'm just going to make okay. احنا تكلمنا باختصار عن القضاء المصري، وقلنا ان القضاء المصري اصبح مصدر لحياديته واستقلاليته، كانت مصدر للشك منذ ثورة 25 يناير، حيث لم يحاسب مبارك ولا وزير الداخلية على إعطائهم أوامر لقتل المتظاهرين، وتم إطلاق سراحهم في الوقت الذي تم محاكمة أو الحكم على أكثر من 1000 شخص بالإعدام في فترة أقل من سنة، وإحالة زيادة عن 3000 شخص للمحاكم العسكرية بالمخالفة للدستور المصري الذي ينص على محاكمة المدنيين، أن المدنيين لا يحاكمون أمام المحاكم العسكرية. تكلمنا عن وجود أدلة دامغة تثبت الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء، وكيف أنه أثر على المحاكمات العادلة أو الحق في المحاكمة العادلة الذي حرم منه أي معارضين للسلطة الحالية. تكلمنا عن بعض المخالفات الإجرائية التي تمت في هذه المحاكمات، مثل حرمان الضحايا من دفاعهم عن نفسهم بسبب الأحكام الغيابية، أو في بعض الأحيان أن المحكمة هي التي تختار محامي الدفاع، أو في بعض الأحيان أنها تضع المتهم في زجاج وقائي أثناء جلسة المحاكمة حيث لا يستطيع أن يستمع إلى المحاكمة. تكلمنا أيضا عن حرمان هؤلاء المتهمين من حضور محاميهم معهم في التحقيقات أثناء اعتقالهم أو قبل جلسات المحاكمات. تكلمنا أيضا عن أن في بعض المحاكمات تم الأخذ بشهادات رجال أمن الدولة والمخابرات، ولم تؤخذ بشهادات شهود أو لم يطلب شهادات شهود لمصلحة الضحية. تكلمنا أيضا عن أمثلة تدخل القضاء أو أمثلة تدخل السلطة التنفيذية على القضاء، فضربنا المثل بدوائر الإرهاب التي أعلن عنها وزير
وزير العدل قبل أن تعلن عنها محكمة الاستئناف، والذي بمقتضاه أنشئت 6 دوائر خاصة للحكم في قضايا الإرهاب، وتم تعيين القضاة من المحاكم الجنائية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، الذي يقتضي أن تعيين القضاة يكون بقرار من الجمعية العامة وليس من المحاكم الجنائية. ضربنا مثال آخر بالمرسوم الذي أصدره السيسي في 2014، والذي بمقتضاه جعل كثير من الأماكن العامة أو جعلها تحت أو جعلها أنها يعني تصنف هذه المرافق تصنف كمرافق عسكرية، وبالتالي أعطى الحق لتحويل أكثر من 3000 شخص إلى المحاكم العسكرية بتهم اعتدائهم على هذه المرافق العسكرية. قد تكون في بعض الأحيان هذه المرافق العسكرية شوارع أو جامعات أو محطات كهرباء. تكلمنا أيضا عنه مخالف أن تم استخدام هذا المرسوم بأثر رجعي، والذي يخالف المادة 95 من الدستور التي تقول أنه لا يجوز العقاب على جريمة ارتكبت قبل صدور القانون الذي يحاسب على هذه الجريمة. وتكلمنا على أنه من الصعوبة أن نثبت أن السلطة القضائية ليس لها سلطان على القضاء، وأعطينا على سبيل المثال كيف أن القضاة يتم تعيينهم من قبل سلطة تنفيذية من قبل وزير العدل. فمن الصعب أن يكون هناك استقلالية، لأن بيد وزير العدل أن يعاقب القاضي أو أن يكافئه. فمن مصلحة القضاة أن يستميلوا وزير العدل ويستميلوا الحكومة. تكلمنا عن أن كثير من القضاة لهم خلفية كضابط شرطة أو كضابط أمن دولة، والذي يجعله يحكم يحكم في القضايا بطريقة رجل الدولة وليس بطريقة القاضي. تكلمنا عن المستشار الخديري الذي يبلغ من العمر 75 سنة، وبسبب إعلانه عن دعمه للرئيس مرسي تم اعتقاله وحجزه في زنزانة انفرادية لفترة، وأن حالته الصحية تتدهور، وبالرغم من ذلك إدارة السجن تتعنت معهم في علاجه. تكلمنا عن دور النيابة العامة أيضا في إهدار حقوق الإنسان حاليا من حيث، وضربنا أمثال كثيرة منها أنها لم تحول أي متسبب لقتل المتظاهرين في يناير 2011 لم تحوله للتحقيقات. تكلمنا عن تجاهلها شكاوي المعتقلين من أنهم قد تعرضوا للاختفاء القسري من جانب السلطات، وأن أثناء فترة الاختفاء تعرضوا للتعذيب، ولم تحقق النيابة العامة في أي من هذه الادعاءات. تكلمنا عن شكاوى المعتقلين أيضا للنيابة العامة بأحوال الزنازين وبالمعاملة التي يتلقونها من قبل إدارات السجن. تكلمنا عن تعمد النيابة العامة بعدم تكملة التحقيقات مع كثير من المتهمين حتى تكون ذريعة لوضعهم في السجن لاحتجازهم لفترات طويلة بدون محاكمات. وتكلمنا عن أوضاع السجن الذي لا تحقق فيه ظروف الاحتجاز الذي لا تحقق فيها النيابة العامة. وتكلمنا عن أن القضاء يبدو وكأنه صديق للنظام الحالي، وهذا المثل واضح في المحاكمات اليومية التي يقوم بها القضاء.
ولا يعطي فرصة للمحامين بمراجعة أوراق القضية أو شيء، وأنه بقيامه بهذا الدور بيظهر كلاعب سياسي أساسي يعني يساند انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة بمصر، وأن على الحكومة أن تلغي في ظل غياب البرلمان أن تلغي المرسوم الرئاسي الخاص بالمحاكم العسكرية، وألا تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وأن تقوم أيضا بالتحقيق في ظروف اعتقال واحتجاز 40,000 معتقل وتعرض بعضهم للتعذيب، وأيضا استخدام المفرط للسلطة من قبل استخدام المفرط للقوى من قبل الشرطة. Nous tenons à remercier Maître Lotfi pour son intervention qui n'était pas évidente vu le nombre de choses qu'elle voulait nous faire passer. Donc nous la remercions pour l'effort. Nous allons passer la parole à Maître Gilles Devers. Je devrais juste préciser qu'il y aura une traduction. Donc, donc Maître Devers, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour l'invitation. On est tous marqués par la gravité des événements en Égypte, vu qu'on est à un degré de répression, je pense, le plus élevé dans la région et bien au-delà. Mon propos, donc j'apprécie beaucoup l'exposé qui vient d'être fait, qui explique quelles sont les violations du droit. J'interviens uniquement sur la question, qu'est-ce que l'on peut faire en procédure? Traduire? Je continue. Vous terminez l'intervention et après on va faire la traduction. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire en procédure? Et je vais développer 3 points de ce qui est en cours. La première chose, ce sont des plaintes en France pour torture et actes de barbarie contre les principaux responsables de l'État égyptien dans le cadre de la compétence universelle. Nous avons en France un seul régime de compétence universelle qui fonctionne, qui est celui pour la torture. C'est un régime qui a 15 ans de pratique, qui a été validé par la Cour de cassation, validé par la Cour européenne des droits de l'homme, mais la France l'a toujours utilisé pour les faibles, c'est-à-dire pour ceux qu'elle désigne pour nourrir ses appétits. Et nous, ce qu'on veut simplement, c'est appliquer les mêmes règles pour tout le monde, et donc contre les puissants et les alliés de la France. En l'occurrence, l'Égypte, qui a toujours été une place forte et qui, au point de vue diplomatique, a pris une importance considérable en France, vu que la France est la seule à vouloir lui vendre du matériel militaire, j'en parlerai. Donc il y a eu 3 plaintes déposées à l'occasion du passage en France des plus hautes personnalités d'Égypte, plainte pour torture, et chaque fois on a l'accusé de réception du juge d'instruction. Donc les affaires sont en cours. Elles prennent du temps parce que la justice française est moyennement coopérative, mais on veille. Plainte contre le président Sisi au mois de novembre 2014. Plainte contre le procureur général Hicham Barakat au mois de mars 2015, et plainte très récemment contre le Premier ministre Ibrahim Malab, pour la prononciation, vous ne m'en voudrez pas, le Premier ministre qui était en France il y a peu de temps. Pour que les plaintes soient recevables, il faut qu'au moment où on dépose plainte, la personne soit sur le sol français. Et ensuite, il y a un processus qui s'enclenche. Le procureur ne peut pas, même s'il en souhaite, faire obstacle à la procédure, parce que nous allons directement devant un juge d'instruction. Voilà. Donc nous savons que nous allons avoir beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, mais il est essentiel pour le droit de dire que la même loi s'applique pour tous, et que si la France sait condamner les faibles, la justice française doit pouvoir condamner les forts. حتى لا يكون المسألة طويلة جدا سنحاول أن نترجم يعني في كل مقطع لأنه القضية طويلة جدا.
تكلم الأستاذ جيل دوفير عما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للمسائل الإجرائية القانونية خارج مصر. تكلم عما هو بصدده ومجموعة من الجمعيات الأخرى بصدده الآن. أساسا 3 شكاوى قدمت في فرنسا ضد التعذيب الذي يحصل في مصر، وذكر أنه بالنسبة للاختصاص المحاكم الفرنسية لا يمكن أن يكون إلا في مسائل التي تهم قضايا التعذيب لا أكثر، لذا ويجب على الإنسان المرفوعة ضده الشكوى أن يكون فوق التراب الفرنسي في ذلك الوقت. وقد قدمت شكوى أولى ضد السيسي في نوفمبر الماضي 2015 ب14 بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لفرنسا. ثم قدمت قضية أخرى ضد هشام محلب وكيل هشام بركات في مارس الماضي، وكذلك ضد رئيس الوزراء المصري في فترة قريبة. وقد في كل مرة قدمت الشكوى استلمنا وثيقة التقبل من قبل المحاكم الفرنسية التي لا يمكن لوكيل النيابة وإن كان يريد أن يرفض القضية لا يمكنه أن يرفضها نظرا لقبول القضاء الفرنسي بها، خاصة وأن شروط تقديم الدعوة متوفرة من وجود الشخص فوق التراب الفرنسي ومن باقي الإجراءات، وهي قضايا ما زالت سائرة وما زالت آخذة طريقها إلى التطور أكثر. Très bien. Je vais passer au deuxième volet. Juste comme précision, si les documents vous intéressent, les plaintes déposées, on peut les transmettre si vous voulez en prendre connaissance. Et prendre connaissance des numéros d'inscription au tribunal, ce sont des documents publics. Deuxième plan, la justice française ne va pas coopérer, donc tout le travail va être fait par les associations, les ONG et le travail sur le terrain. Le troisième plan, mais on a énormément d'informations, encore dit. Le troisième point est qu'il y a déjà eu en France des procès sans que les personnes aient pu être arrêtées, c'est-à-dire que le fait que l'instruction doit poursuivre, mais s'il n'y a personne et que l'instruction est prête, on demandera le jugement par défaut, en absentia. Voilà. Vu que là encore, il y a des modèles qui ont été pratiqués en France. Et le quatrième point que je veux saluer, qui est sans doute pour moi un des plus importants, c'est le courage des victimes d'Égypte, qui nous en donne aussi. Parce que nous avons reçu des mandats, donc des ONG, c'est une chose, mais également de victimes égyptiennes, dont certains résident encore en Égypte. C'est dire leur courage et c'est dire ce que nous avons à faire. يذكر الأستاذ جيل دوفير أنه ليس بالضرورة أن القضاء الفرنسي سيكون متعاون، السلطات الفرنسية تكون متعاونة في ذلك، ولكن المسألة القضائية الآن تشتغل على مستوى مكتب المحاماة وكذلك بالتعاون مع منظمات حقوقية في فرنسا وخارج فرنسا. وإذا لم وستذهب إلى الأمام هذه المحاكمات، وإذا لم الشخص يستجب للمثول من أجل المحاكمة يمكن للمكتب المحاماة أن يطلب إنفاذ القانون في فرنسا وأن تأخذ القضية مجراها حتى في غياب المعني بالأمر. وفي الأخير شجع أو حيا شجاعة الضحايا المصريين الذين يتعرضون إلى التعذيب والذين جزء منهم كبير لا يزال في مصر، ورغم ذلك قد مكن مكتب المحاماة من توكيلات من أجل أن يترافع مكانهم وأن يقوم بالإجراءات القانونية والإجراءات القضائية باسمهم خارج التراب المصري. Donc le deuxième volet, ce sont les rapporteurs spéciaux de l'ONU. Donc processus que vous connaissez bien. Notre démarche, elle part d'un point, de 2 points. Le premier est qu'il y a actuellement beaucoup trop de consensus pour tolérer ce qui se passe, de consensus international, pour tolérer ce qui se passe en Égypte. Et il y a des répressions cachées,
Celle-là, elle est évidente, elle est revendiquée, vu que le président Sisi a répondu à Hollande en lui disant les droits de l'homme, je suis pour, mais pas maintenant. Donc tout est sur la table. Il a explicitement, hein, c'est dans bon. Et la communauté internationale ne réagit pas. Donc il est pour nous très important de porter l'affaire devant les rapporteurs spéciaux de l'ONU, ce qui est d'ailleurs au point de vue international le plus efficace, vu que les autres traités n'ont pas été signés. La deuxième chose est que il y a plus d'un an, le 31 mars 2014, avait eu lieu le premier procès de masse avec les condamnations à mort. 529 condamnations à mort sur un procès de 2 jours. Et les rapporteurs spéciaux avaient excellemment réagi par un communiqué signé par 8 rapporteurs spéciaux sur les exécutions extrajudiciaires, l'indépendance des juges, la torture, la promotion de la vérité, la détention arbitraire, la liberté de réunion, la liberté d'opinion et la protection des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste. Les 8 sont encore en fonction et leurs propos étaient parfaits, de dire on ne peut pas considérer ça comme un procès, c'est un processus d'exécution politique et il faut annuler ces procédures. Voilà. À la suite de ce communiqué, le secrétaire général Ban Ki-moon avait également dit que ces procès ne pouvaient pas être considérés comme ayant de la valeur. Ce que l'on voit à ce jour, c'est qu'il y a eu d'autres procès, vu que le nombre de condamnations à mort a triplé, et que nous avons maintenant les premières exécutions, et qu'il y a tout un plan d'exécution, que le président Morsi a été condamné dans les mêmes conditions, et que là encore, la communauté internationale, c'est 4 mots. Voilà. Donc revenir aujourd'hui devant les rapporteurs spéciaux pour leur dire « vous aviez raison, on vous amène des éléments », et on demande donc à chacun, en fonction des éléments de dossier exprimés tout à l'heure, que chacun dans son domaine de compétences puisse agir comme il l'entend, en donnant le plus grand écho international à ces violations des droits. بالنسبة للجانب الآخر هو جانب العمل على مستوى المنظمة الدولية. يقول جيل دوفير أنه الآن علينا أن نتوجه للمقررين الخاصين في نقطتين مهمتين ذكرهما، وهو للأسف الشديد تواطؤ المجتمع الدولي مع مصر، وهناك أشياء أصبحت ظاهرة للعيان ويتكلم عنها بوضوح وليست مخفية، مثلا قول السيسي لرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن حقوق الإنسان مقبولة ولكن ليس في هذا الوقت وليس الآن، مما يثير الاستغراب ومما يشجع في حال سكوت فرانسوا أولاند وباقي المجتمع الدولي عن كلمات مثل هذه وعن تصرفات مثل هذه، من شأنه أن يشجع النظام المصري على الذهاب إلى الأمام في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. يذكر أنه في مارس 2014 بدأت المحاكمات بالجملة الخاصة بالأعدام، وقد صدر في فترة واحدة 529 حكم بالأعدام في نفس القضية، وعلى إثرها تحرك 8 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة وأصدروا بيانا واضحا يدين هذه المحاكمة ويقول أنه لا يمكن اعتبارها محاكمة عادلة وأنها محاكمة قضائية، وإنما هي محاكمة سياسية لخصم سياسي داخل البلاد، مما اضطر بان كي مون كذلك إلى التفاعل مع هذه المسألة واستنكارها. وللأسف الشديد أمام هذا التواطؤ الدولي وأمام هذا السكوت الدولي رأينا أنه النظام المصري بدأ فعلا في مسألة تنفيذ أحكام الأعدام، وأخيرا الحكم الصادر ضد الرئيس مرسي وكثير من الآخرين كذلك في محاكمة واحدة بالأعدام بالجملة. وهنا علينا أن نرجع للمقررين الخاصين، نرجع للمنظومة الدولية ونقول لهم أنه كنتم على حق عندما أصدرتم البيان، وكنتم على حق عندما تكلمتم في هذه المسألة، ونحن نعود إليكم هذا اليوم من أجل تذكيركم بهذه القضية وأن تتخذ فيها الإجراءات اللازمة. Voilà. Je précise sur ce point que nos plaintes sont ici avec les dossiers, si vous voulez jeter un œil. Alors le troisième volet, c'est l'attitude de la France qui vend encore des armes et qui n'a pas suspendu ses licences vis-à-vis de l'Égypte. Et nous pouvons donc annoncer aujourd'hui que nous engageons des recours devant la juridiction française contre le gouvernement français
pour suspendre ces licences et des recours qui engagent la responsabilité de la France vis-à-vis du peuple égyptien. La question des ventes des armes fait l'objet du traité de commerce des armes, assez récent, qui a des mérites, mais qui n'est pas le texte le plus efficace. En droit européen, nous avons un texte qui est opposable directement et qui s'appelle la position commune, toujours un peu le jargon européen, s'appelle la position commune du 8 décembre 2008, qui, à force opposable, qui est extrêmement précise et qui est complétée par un guide. Ce guide est disponible. C'est un guide qui fait une 50aine de pages, vu qu'il y a 8 critères pour vendre des armes. Et tous ces critères sont extrêmement détaillés. Auparavant, il y avait un code de bonne conduite qui était trop dans la discussion. On a voulu passer à la position commune qui a un caractère opposable, mais on a finalement beaucoup de pratiques et de références. Voilà. S'agissant de l'Égypte, l'Europe a joué son rôle s'agissant des ventes d'armes par une délibération du Conseil des affaires étrangères, donc de la réunion des ministres des affaires étrangères, du 21 août 2013, que vous pouvez trouver sur Internet à cette date avec le numéro 13-086/13. Ce sont des documents publics. 13-086/13. Les États européens ont décidé de suspendre les licences d'exportation vers l'Égypte et de tous les équipements qui peuvent être utilisés à des fins de répression interne. Par ailleurs, il est demandé de réévaluer les licences d'exportation et l'assistance que les États apportent à l'Égypte dans le domaine de la sécurité. Franchement, en tant que citoyen européen, je dis, j'ai rien de plus. Hein. Voilà, c'est parfait. C'était en réaction au coup d'État, vu que c'est une décision du Conseil des affaires étrangères du 21 août 2013. Elle n'a pas été faite sous l'émotion parce qu'elle a été confirmée le 10 février 2014 par une nouvelle réunion du Conseil des affaires étrangères. Vous avez également le numéro qui est disponible, c'est le 62-64/14. Et sur ce plan, elle confirme purement et simplement les conclusions du Conseil du 21 août 2013 et la position européenne sur les ventes d'armes n'a jamais changé. Voilà. يذكر الأستاذ جيل دوفير أنه المسألة الثالثة التي يتحرك عليها أو فيها مع مجموعة من المنظمات هي مسألة بيع الأسلحة للنظام المصري الحالي، وأنه بدأ إجراءات من أجل تقديم شكاية ضد الحكومة الفرنسية نفسها حتى توقف عملية بيع الأسلحة للدولة المصرية وتحمل مسؤولياتها المباشرة تجاه المجتمع المصري. ويقول أن القانون الأوروبي له من المواد ما يمنع ويتعارض تماما مع هذه العملية لبيع الأسلحة، خاصة في الرأي المشترك الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2008 الذي يحتوي على 50 صفحة فيها شروط مفصلة ودقيقة لبيع الأسلحة خارج الدول الأوروبية. وهناك شرط من هذه الشروط يسمى شرط حسن السيرة أو حسن السلوك مع تجاه المجتمع داخل البلاد. ويقول أنه على مستوى القانوني تعتبر أوروبا لعبت دورها كاملا في هذه المسألة بهذه الشروط المفصلة والدقيقة في قانون 21 أغسطس 2013 تحت رقم 13/086/13، وهو قرار. وهناك قرار آخر كذلك صدر إثر الانقلاب مباشرة بخصوص بيع الأسلحة لمصر، ويمنع على الدول الأوروبية بيع الأسلحة وكل ما من شأنه أن يستعمل ضد انتهاكات حقوق الإنسان داخل التراب المصري من قبل النظام المصري. ويقول أنه نحن كمواطنين أوروبيين نفرح جدا بإجراءات كهذه القانونية والتي يجب أن تفعل على مستوى الفعل وعلى مستوى الواقع، والتي لم تغير حتى الآن
حتى وإن كانت فرنسا بدأت ببيع الأسلحة لمصر لم تغير حتى الآن، والدليل على أنها لم تغير أنه في اجتماع الدول الأوروبية في فيفري 2014 تحت عنوان 62-64/14 أكد المجتمع الأوروبي والدول الأوروبية على نفس الشروط وعلى ذات الشروط لبيع الأسلحة للدول خارج الإطار الأوروبي. Voilà, alors s'agissant des armes, notre volonté est vraiment de faire les procès pour les gagner et non pas simplement pour témoigner que ça serait injuste. Donc on doit distinguer la question des rafales d'autres équipements, et notamment ceux qui peuvent être utilisés pour la sécurité. Pour ce qui est des ventes de rafales, compte tenu de ce qu'est, je peux le regretter, mais moi j'agis par rapport au droit, compte tenu de ce qu'est la décision du Conseil européen qui vise le matériel pouvant être utilisé pour la répression interne, nous n'avons pas à ce jour les moyens pour contester les licences données par le gouvernement qui autorisent les ventes de rafales. Voilà. Et la situation en Égypte est très grave, donc on ne fait pas d'agitation. Voilà. Par contre, même si ce n'est pas illégal, il n'empêche qu'il y a une faute de l'État français, parce que ce que cherche l'Égypte, c'est les rafales, mais c'est surtout le soutien politique de la France, pays des droits de l'homme. Et que la phrase de Sisi disant « les droits de l'homme, je suis pour, mais pas maintenant », c'est une réponse à François Hollande au moment de la signature du contrat des rafales. Et donc la France commet une faute, même si c'est formellement légal, elle commet une faute vis-à-vis du peuple égyptien en acceptant de se donner caution d'un régime qui est dans l'ignorance totale des droits de l'homme et qui fabrique des martyrs actuellement. يذكر كذلك أن الشكاية التي سيتقدم بها من أجل إيقاف الأسلحة هي ليست شكاية شكلية من أجل عمل إعلامي وعمل يثير ضجيج حول هذه الصفقات، ولكن هو عمل صادق من أجل إيقاف هذه الصفقات فعلا. وهنا يقول يجب أن نفرق بين مسألتين مهمتين في هذه الصفقات، ما بين مسألة الطائرات الحربية المقاتلة وما بين باقي الأسلحة التي يمكن أن تستعمل داخل التراب المصري، لأنه قانونا بالنسبة للطائرات الحربية لا يمكن الاعتراض عليها لأنها ليست مصنفة على أساس أنها أسلحة ممكن أن يواجه بها النظام شعبه في الداخل وينتهك بها حقوق الإنسان. ولكن هنا فرنسا تخطئ خطأ جسيما ليس في مسألة القانونية لبيع الأسلحة، وإنما لأنها تعلم أن هذا النظام ينتهك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأن القول الذي قاله السيسي للرئيس هولاند بأنه مسألة حقوق الإنسان تأتي لاحقا وليس الآن، قالها أثناء توقيع صفقة الأسلحة أسلحة الطائرات الحربية. وهذا يدل على أن مصر تبحث ليس عن الطائرات فقط، وإنما تبحث من وراء الطائرات على سكوت فرنسا والدول الأوروبية. وهنا فرنسا بقبولها لهذه الصفقة وبقبولها لهذا الكلام وسكوت عنه تعتبر أعطت شيكا على بياض أو كرتا أبيضا للنظام المصري من أجل أن يفعل في شعبه ما يريد. Le deuxième, donc il y aura un recours en responsabilité pour les rafales. Le deuxième volet va nous permettre de faire des recours en légalité, c'est-à-dire de faire juger illégal et demander la suspension des licences pour le matériel militaire qui est utilisé pour la torture, pour la répression. Et on a pour le moment, donc là on est à la recherche de preuves. Il y a plusieurs pistes, mais il y en a une qu'on peut annoncer aujourd'hui, qui est la société, la filiale française de Renault, qui s'appelle Renault Trucks Défense, qui fournit le matériel blindé, notamment les Sherpas, que l'on retrouve sur toutes les images de répression, et qui sert à rouler sur les victimes en les écrasant, et sur lesquels on plante des mitraillettes pour tirer sur la foule. Et ce sont également ces matériels qui servent pour les transferts de prisonniers de leur prison vers les champs d'exécution, ce qui établit la complicité. Voilà. La société Renault Trucks est présente en Égypte. Elle ne le publie pas, mais on a retrouvé sa trace par des offres d'emploi, donc elle ne peut pas cacher qu'elle l'est. Je vais peut-être dire m'y faire embaucher, comme ça j'aurai des bonnes informations.
Et ça pose donc la question de respecter cette fois-ci la décision du Conseil européen de suspendre toutes les licences de matériel pouvant être utilisées à la répression interne. Là, c'est pas pouvant. Il suffit de faire, vous mettez Renault Trucks Égypte, vous voyez toutes les photos. Et il y en a une en plus où on voit cette fameuse scène où il y a un Sherpa qui est tombé d'un pont. C'était au moment des événements. Et on avait accusé les militants d'avoir jeté le blindé dans le vide, ce qui était évidemment ridicule. Depuis, il y a d'autres vidéos qui montrent qu'il a fait une marche arrière malheureuse. Mais on voit très bien que c'est l'engin. Et en plus, Renault Trucks s'en vante en disant on est les leaders maintenant en Égypte. Voilà. Donc on demande la suspension des licences. Ensuite, on attaque pour obtenir en justice la suspension des licences et on attaque en responsabilité l'État et Renault Trucks qui est devenu le moyen de la répression en Égypte. On cherche également du côté de la surveillance électronique et de tout ce qui peut être utilisé pour la torture. Et alors les informations sont longues parce qu'il faut passer par les gens qui sont sur place et la remontée d'informations n'est pas simple. Mais dès qu'on trouvera une société qui, même par la fourniture d'électricité, de téléphone portable ou de quoi que ce soit, est impliqué dans la torture, il y aura plainte en France personnelle contre les dirigeants. يذكر أنه هناك عمل آخر كذلك على إسقاط مجموعة من الصفقات الأخرى التي تهم أشياء مخالفة، ويذكر من بينها شركة مهمة فرنسية وهي رونو تروتس ديفانس، والتي تبيع مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تستعمل لقتل المواطنين والاعتداء عليهم في الشوارع، ومنها السيارات المصفحة التي استخدمت أثناء الثورة المصرية من قبل النظام المصري لقتل المتظاهرين وأبعادهم عن الميادين، ومنها هذا المظهر الذي رآه الجميع، هذه العربة المصفحة الكبيرة التي سقطت من على الجسر، وهي من صنع فرنسي، من صنع هذه الشركة رونو تروتس ديفانس، والتي لا تعلن عن وجودها في مصر، ولكن من خلال بعض التحريات وبعض البحث من قبل شركة المحاماة ومن خلال بعض عقود العمل التي وقعت مع مواطنين مصريين علمنا أن هذه الشركة موجود منها فرع في مصر وهي تعمل بقوة هناك، وهذا العمل الذي لا تعلنه ولكن وجدنا آثاره عن طريق من يعمل هناك. ومزحة صغيرة قالها الأستاذ جيل دوفير، قال ويمكن أن أقدم طلبا للعمل كذلك داخل هذه الشركة حتى أعلم بعض خباياها وماذا تفعل في مصر. ولذلك قال سنطلب من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته في هذه المسألة ويوقف الصفقات ويوقف عمل هذه الشركة داخل مصر، لأن عملها في الداخل هو موجه أساسا من أجل توفير هذه الإمكانات، إمكانات التعدي على حقوق الإنسان داخل مصر من قبل النظام المصري. وكذلك هو بصدد البحث عن شركات أخرى سواء كانت شركات هواتف نقالة أو شركات كهربائية ممكن أن تستعمل أدواتها في التعذيب كوسائل للتعذيب. هو يبحث عن أدلة أخرى من أجل أن يستخدمها ضد هذه الشركات لمحاصرتها ووقف نشاطها مع النظام المصري وبيع هذه الأجهزة له. Merci maître pour cet éclaircissement. Donc nous allons directement passer à monsieur Saleh Keïdjis du COJEP International. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Je tiens à remercier l'intervention de Maître Devers qui a été très instructif. Je suis moi-même issu de France voisine, donc de Annemasse. Je suis président de la COJEP Annemasse et membre actif donc de la COJEP International, qui est une ONG présente dans 14 pays à travers l'Europe, avec sa plus grande présence en France, avec un peu plus d'une cinquantaine d'antennes réparties sur 3 régions en France, donc la région parisienne, strasbourgeoise et lyonnaise.
Et je me réjouirais de mettre en contact nos partenaires à Lyon avec Maître de Verre si on peut faire un travail au niveau de la société civile, puisque apparemment le travail des associations leur est beaucoup favorable. On va voir, j'espère prendre vos coordonnées, Maître, pour voir ce qu'on pourra faire sur place. Donc la COGEP internationale travaille sur 4 domaines. Domaine des droits de l'homme et les luttes contre le racisme et les discriminations, la citoyenneté, le vivre ensemble et la culture. COGEP International est membre ECOSOC auprès des Nations Unies et organise souvent des side events dans les différents domaines dans lesquels elle œuvre. COGEP International est aussi membre de la Commission européenne à Strasbourg et un représentant dans la Commission des droits de l'homme et qui travaille aussi dans ce sens-là. Nous sommes aussi membres de l'UNESCO et on travaille aussi au niveau de la culture, etc. Nous sommes donc présents sur le terrain à travers l'Europe et travaillons avec la société civile en remontant le ressenti de la société civile. Donc, en fait, nous avons rédigé un communiqué de presse que je vais vous lire très simplement concernant le sujet sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Nous sommes réunis en ce jour pour condamner le simulacre de procès dont a été victime le président Morsi et le peuple égyptien. Les valeurs universelles que sont la démocratie, la liberté d'expression sont violées tous les jours en Égypte depuis le coup d'État. Le dernier exemple flagrant de cette violation est le procès de Mohamed Morsi. Les principes fondamentaux de la démocratie ont été bafoués en Égypte par le régime du général Sisi à travers le coup d'État en renversant le président élu par le peuple de l'Égypte, Mohamed Morsi. Le criminel Sisi et son régime ont jugé et condamné un homme dont le seul tort a été de dire que le pouvoir appartenait au peuple égyptien, que les ressources de l'Égypte devaient servir au peuple égyptien et que la gestion du pays devait se faire par le peuple égyptien. Mais l'oligarchie militaire, dont le symbole était hier Moubarak et aujourd'hui Sisi, a préféré tuer la démocratie égyptienne que de perdre leurs privilèges. Non seulement cette oligarchie criminelle a renversé un président démocratiquement élu, mais elle se permet, encouragée par le silence criminel et complice, comme le disait Maître avec la France aussi, d'une grande complicité de tous les pays occidentaux, malgré que l'Europe joue son rôle. Donc de juger et de condamner à mort un homme dont le seul crime a été de respecter la volonté nationale égyptienne. Aujourd'hui, en Égypte, l'oligarchie militaire assassine ses opposants et s'apprête également à assassiner le vrai président de l'Égypte, Mohamed Morsi. Aujourd'hui, en Égypte, l'oligarchie militaire assassine la conscience démocratique du peuple égyptien et par là même la conscience de tous les peuples. Nous sommes profondément touchés par le manque de courage de nos dirigeants occidentaux qui se font, pour nous en tout cas la COGEP, leur silence, qui se font acheter leur silence, notamment à travers justement ce contrat de Rafale. Ce n'est pour nous ni plus ni moins que de se faire acheter leur silence. Et en tant que citoyens français, nous sommes très révoltés de cette situation. Il faut donc stopper cette mascarade. Nous appelons solennellement tous les pays et toutes les instances internationales à agir pour sauver tout d'abord leur propre honneur, en condamnant le général Sisi de ses agissements et en rompant tout accord commercial avec l'Égypte, afin que le général Sisi revienne au respect des droits de l'homme qui nous sont très chers. Merci. الأخ علي صالح، الأخ صالح كاجيكيس، لو ترجمة صحيحة لأنه صعب علي قليلا قراءة اسمه، هو رئيس منظمة كوجيب الدولية ورئيس كوجيب الألماس بفرنسا. هذه المنظمة هي عضو في اليونسكو، منظمة اليونسكو، وهم عضو كذلك استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ويعملون مع المجتمع المدني في قضايا كثيرة جدا.
وقرأ بيانا أصدرته المنظمة التي يرأسها بمناسبة الأعدامات والأحكام الأعدام التي صدرت في مصر. هذا البيان الذي يعتبر أن هذه المحاكمات هي انتهاك كبير لحقوق الإنسان في هذا البلد الذي بدأ مسيرة ثورية ثم مسيرة ديمقراطية حقيقية، هو انتهاك كبير كذلك للديمقراطية الناشئة في مصر بالانقلاب على أول رئيس منتخب ومحاولة ومحاكمته حتى وصل إلى حكم الإعدام في قضية الرئيس مرسي وباقي المسؤولين المصريين. يعتبر كذلك أن هذا الانقلاب لم يكن انقلابا على رئيس فقط ولا على ديمقراطية فقط، وإنما هو انقلاب على السلطة وانقلاب على الشعب المصري وانقلاب على الثورة وانقلاب على الإمكانات التي تسخر بها مصر. ويعتبر أن هذا الانقلاب انقلب على رجل لمجرد أنه قال أن السلطة للشعب وأن الثروة للشعب وأن الإمكانات يجب أن تعود إلى الشعب. هو صنف الجنرال السيسي على أساس أنه مجرم وأنه للأسف الشديد أصبح قويا أكثر بتواطؤ المجتمع الدولي معه. ورأينا كذلك أنه فعلا بدأ في إعدام جزء من المواطنين المصريين الذين حكم عليهم بالإعدام. ويقول أننا نحن في هذه المنظمة منشغلين جدا وقلقين جدا بفعل صمت الحكومات الغربية، ومثال ذلك شراء النظام المصري، سكوت النظام الفرنسي بهذه صفقة الأسلحة التي تعتبر رشوة قدمتها مصر لفرنسا من أجل العبور إلى سكوت النظام الفرنسي وغيره من الأنظمة الأوروبية. ويقول أنا ونحن كمواطنين فرنسيين غاضبون جدا لهذا التصرف وغاضبون جدا من أجل هذه الخطوة التي قامت بها بلادنا تجاه دعم نظام انقلب على ديمقراطية. وبهذا نحن ندعو هذه الدول لفعل عكس ما تفعله الآن، لمجرد أنها يجب أن تحترم تقاليدها وأن تحترم نفسها وأن تحترم تعهداتها تجاه الشعوب وخاصة تجاه الشعب المصري. وشكرا. Merci au docteur Kamel Laifi, secrétaire de la Voix libre, d'avoir assuré la traduction, ONG qui fait partie de la coordination. D'autres font partie également de la coordination. Ils ne sont pas ici à la table, mais ils font du travail important également. Donc, je vais passer la parole au dernier intervenant, M. Abnasser Aitlimen, qui a promis de faire assez court. On passera ensuite aux questions-réponses si la salle a des questions. Oui, bonjour. Donc, l'association des victimes des tortures. Bonjour tout le monde, je remercie les organisateurs en tant que président de l'association des victimes de torture et ancien victime moi-même de torture. Mon intervention aujourd'hui va être très brève parce que tout ce qui a été dit par nos chers intervenants, mais ce que je vais rajouter, mon témoignage en tant que victime et ce que j'ai vécu, et ce que je suis en train de sentir, ce que les victimes actuellement, en ce moment, là où on est là, ce qu'ils sont en train de subir comme torture en Égypte. Alors, en tant que victime, je suis indigné et je suis choqué par la réaction de la communauté internationale, par les médias. Là, je vois qu'il n'y a que des médias, enfin, je ne vois pas beaucoup de journalistes. Malheureusement, il n'y a pas de télévision pour qu'elle puisse couvrir cet événement que je trouve très très grave. Et si je prends un exemple, et ce n'est pas pour que je critique ça, toute la communauté internationale s'est rassemblée pour dénoncer le récent en Indonésie
Oui, non, c'est le Français qui a été condamné à mort. Alors, tout le monde, ils ont condamné ce monsieur-là, malgré que je suis moi-même contre la condamnation à mort. Mais condamné, enfin, je suis indigné par ce deux poids, deux mesures. Alors l'être humain est sacré un peu partout dans le monde. Alors pour dénoncer, pour condamner, on condamne tout le monde. Surtout ce qui se passe actuellement en Égypte, c'est un crime, c'est un génocide que je peux le dire en toute clarté. Alors, je suis très ému quand on parle de victimes, quand on parle d'êtres humains, quand on parle de ce qu'est en train de subir l'humanité actuellement. Ça me ressort ce que j'ai vécu moi-même entre 92 et toute la période là où j'étais incarcéré et puis torturé en Tunisie pendant plus de 60 jours dans les geôles du ministère de l'Intérieur en question en Tunisie. Alors, le vécu du victime, personne ne peut le sentir que lui-même. C'est vrai, nous, on est là pour dénoncer, pour avoir ce support juridique et puis médiatique pour ces gens-là, mais ce que vit la victime ne peut le sentir que lui-même. Alors, c'est pour ça que mon témoignage aujourd'hui, c'est pour un petit peu pousser les médias, pousser les gens. Est-ce qu'ils prennent les choses très au sérieux? C'est une vie humaine, c'est une vie sacrée. Ce n'est pas parce qu'on a une différence politique, on a une différence religieuse, on a une différence quelconque qu'on peut parler pour une partie et puis se taire pour l'autre. Moi, je condamne ce genre de complicité et qui est condamné et qui est incriminé par l'article 10 de la Convention des Nations Unies de 1984. Le silence, c'est un complice, c'est un crime. Alors c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je fais partie des signataires de cette convention, de cette conférence. Et puis, j'ai voulu juste intervenir parce que nos intervenants, ils ont vraiment parlé de tout. Moi, je ne vais pas encore rajouter parce que je ne vais pas dire les mêmes choses, mais j'ai voulu juste apporter ce petit témoignage d'une ancienne victime de torture et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. On demande à notre ami Abdel Nasser s'il peut assurer lui-même la traduction parce que personne ne peut traduire ce qu'il a subi vraiment en Tunisie. مش يكون سهل يعني على ضحية من ضحايا التعذيب باش يعيش الأطوار اللي عاشها وباش يحكي على ضحايا اللي هم الآن وإحنا في هذه القاعة قاعدين يعني يمارس عليهم يعني أتعس وأبشع ممارسات يعني التعذيب في مخص يعني القتل في مخص انتهاك انتهاك الحرمة الجسدية للضحية. اللي حبيت نضيفه اليوم فقط يعني إضافة لأن ما قيل من المتدخلين فكان فاضي يعني كان كافي بإذن الله تعالى من كل الجوانب يعني القانونية من جوانب أخرى، لأن فقط أنا تدخلي اليوم في مخص كضحية من ضحايا التعذيب. حبيت نقدم الإضافة الشهادة هذه ونتأسف قلت يعني نتأسف على أساس حضور قليل جدا من الإعلام اللي المفروض يعني كان يكون متواجد باش ينقل الصورة للرأي العام الأوروبي. والإعلام قاعد يتعامل ب يعني سياسة الكين بالمكيالين. فهمت ليش؟ لأن مثلا قضية الشخص اللي حكم بالإعدام في إندونيسيا كل العالم تكلم عليه، فهمت، أو في أي مكان ثاني. فهمت وقت اللي نحكيه هنا على مش شخص مش اثنين مش ثلاثة، مئات إذا كان مش نقول آلاف من الضحايا في مصر الآن. قال لا لشيء لأن الشعب ثار كما ثار في تونس، كما ثار في ليبيا، كما ثار في سوريا. لماذا نسمح لبلدان وشعوب ومجتمعات أخرى بالحرية وبالديمقراطية وهذه المجتمعات بالذات نسكت عن الانتهاكات اللي تقع للشعوب نتاعها نظرا اللي هي قالت كفى. الآن يلزمنا نأخذ أمورنا بإيدينا ومشنا أقل يعني فهمت حظ من المجتمعات الأخرى. وشكرا جزيلا لكم. Je vous remercie beaucoup.
Je pense qu'on peut voir si quelqu'un a une question, si quelqu'un veut intervenir. Donc une personne là. Good afternoon, everybody. My name is Francia Villar-Leoni. This case is not been new for me. It was started 1990s. And I knew everybody that I've been waiting for each one of you to come near to me before the Syria. But I regret, and I work hard for more than 3 years now. And thanks to the medicine in charge to me, and I still recognize him until now in front of me. This case was been handled 1990s. And I was a member of international or world news media. It's my children. Thank you. Merci. Merci. Je pense que c'est une observation. Je ne pense pas que ce soit lié à une autre affaire ici. Oui. Bonjour, Eliane Schenk, journaliste indépendante et présidente ONG Prince Shenyang International. Écoutez, d'une part, je comprends maintenant pourquoi les actions Renault ont monté. Vous savez qu'elles ont monté. Et puis, d'autre part, je me demande pourquoi on n'a jamais fait d'investigation sur Sisi. Quand il était au service des renseignements, il était chef des services de renseignement de Moubarak. Il faudrait faire une investigation parce qu'il a sûrement aussi commis, il a certainement commis un tas de choses illégales. Il a tué à Il faudrait faire une liste de ce qu'il a commis à l'époque. D'accord. سألت Et informer la presse internationale. تسأل عن أن السيسي قبل الثورة أكيد كان في مكان مهم وهو رئيس المخابرات العسكرية، وأنه كان قد مارس انتهاكات لحقوق الإنسان في ذلك الوقت. فهل هناك من الإجراءات البحثية التي وقعت ضد هذا الشخص بعد الثورة أم لا، خاصة وأن نرى هذه المسألة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان تزيد من يوم لآخر؟ Une autre intervention? Moi, je vais poser la question en français et en arabe. C'est vrai, en suivant tout ce discours, c'est bien. Mais malheureusement, ce genre de procédure prend tellement de temps. Et il y a des hommes qui risquent quand même de mourir, on ne sait pas quand, vu que leur dossier a été transmis au Mufti pour donner voilà, alors exactement, pour donner une pas, c'est même pas ça, je parle, c'est dans le sens moral, pour légitimer, on va dire, c'est plutôt pour légitimer leur condamnation. On a transmis le dossier au Mufti, qui est la haute autorité religieuse du pays arabe. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est ça. Pourquoi? Ça veut dire, comme on a dit, ça a été dit, quand il y a une condamnation à mort en Iran, on a tous les médias occidentaux qui en parlent, hein, pour dénoncer les régimes obscurantistes et tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même des hommes qui sont morts, des jeunes, ils n'ont même pas 20 ans, ils sont morts. Un parmi ces jeunes,
il était arrêté avant même l'affaire. Pourquoi il a été condamné? Ça, c'est vraiment injuste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il y a des hommes qui vont mourir, y compris un président élu démocratiquement. Voilà, et ça, c'est le plus choquant. Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, quand une révolution, elle est censée tuer le roi ou le dictateur pour installer après, même si ça prend du temps pour installer une éventuelle démocratie. Mais là, c'est le même régime qui va tuer, qui va exécuter les gens qui ont été élus. Ça, c'est jamais vu. Voilà. Et là, je vais poser ma question en arabe. Si jamais voilà قلت يعني احنا نحكي توا سامحوني نفضل العربيه لله في تونسيه قلت اللي يعني تواجدنا هنا اللي سمعناه الكل من النواحي القانونيه جيد، لكن الاجراءات هذه معروف انها تاخذ وقت طويل، وهناك رجال يعني يواجهون أحكام بالإعدام ممكن تتنفذ في أقرب الأجال، لأنها معناها ملفاتهم أحيلت لمفتي ديار المصرية. يعني ما ممكن فعله ولا فعليا يعني. Je pense que la question est claire. Qui est-ce qui va répondre? Est-ce que c'est les gens du terrain ou est-ce que c'est les juristes qui vont sur la longueur des procédures et le fait, est-ce efficace ou pas? Moi, je vois que la première partie de la question, c'est à Maître Gilles Devers, parce que c'est une question jurisprudentielle, d'accord? Et la deuxième peut être assurée la réponse par Maître Abdelmajid Mrarine. Il est sur le dossier, ça fait pas mal de temps. Ben, sur les délais de procédure, on fait avec les moyens du bord. Sur d'autres dossiers, et je vous donne simplement, mais ça n'empêche pas de lutter, hein. Il y avait eu, avant la révolution, avant le coup d'État en Égypte, une journaliste de France 3 avait été agressée quand elle était place Tahrir. Dans les 48 heures, il y a 2 juges d'instruction qui ont été désignés, sans plainte de personne. Voilà. Nous, on a déposé plainte. 6 mois après, on a l'accusé de réception du doyen des juges. Donc, on fait avec ce rapport de force. Mais je pense que ces recours les dérangent beaucoup, parce que si ces recours étaient faibles, ils nous accueilleraient facilement. Donc je vois sur cette procédure, comme celle qu'on peut faire pour la Palestine ou d'autres cas, qu'il y a toujours des batailles sur la recevabilité, parce qu'ils veulent par-dessus tout nous empêcher d'accéder même à la justice. Voilà. Donc on est sur une bataille d'accès à la justice. Après, on fait avec les relais que l'on a pour expliquer ce que l'on fait. Et then, oui. Pas uniquement pour l'histoire, je pense pour moi ce que je dirais, c'est que sur d'autres cas, on aurait commencé ces procédures il y a 5 ans, on aurait de la jurisprudence maintenant. الإجابة على السؤال كانت على أساس أنه نحن نعمل بما هو متاح لدينا، بما نحن نقدر أن نعمل على أساسه، وهذا لا يعني أن نتوقف ولا نفعل شيئا. يجب أن نتحرك في كل الحالات لنصرة المظلومين. ويعطي مثالا صارخا لتناقض الحكومات والأنظمة الغربية تجاه القضايا التي تطرأ خارج الفضاء الأوروبي. مثلا صحفية فرنسية من القناة الثالثة انتهكت حرمتها في ميدان التحرير، مباشرة تحرك قاضيان للبحث وعين قاضيان للبحث في هذه القضية بدون أن يكون هناك شاكي أصلا في هذه المسألة، ومباشرة تحرك قاضي آخر من أجل إتمام الإجراءات القضائية في فرنسا.
في حين أن لا نرى انتهكت أعراض آلاف الآخرين، وللأسف الشديد لا يتحرك ولا أي قاضي، رغم أننا نقدم شكاوى كثيرة، وبطء هذه القضايا لا يكون لنا مانعا من أن نستمر فيها. الجزء الثاني من السؤال سيجيب عنه الأخ عبد المجيد مراري، عضو منظمة FD International. شكرا على السؤال. أكيد أننا لسنا في موقع المتفرج. سؤال أستاذة عن مدى جدوى هذه المساطير ومدى جدوى هذه الشكاوى أو هذه الشكايات بين يدي المؤسسات الدولية، سواء القضاء الوطني أو المؤسسات الدولية الأخرى. هذا دورنا كمنظمات حقوقية وممارسة الضغط عبر هذه المساطير، سواء عبر استغلال ما تتيحه لنا القوانين الوطنية في إطار ما يسمى بالاختصاص الولائي الشامل، كما هو الشأن في فرنسا، كما تحدث من قبل الأستاذ جيل دوفير حول الفصل 469 في المسطرة الجنائية الفرنسية في فقرتها الأولى والثانية، التي تخول لنا أن تخول للقضاء الفرنسي بالأحرى أن يتابع ويحاسب، بل وأن يعتقل وفق ما تنص عليه فصول أخرى في القانون الجنائي كل من ارتكب جرم التعذيب في إطار ما وقعت عليه فرنسا في اتفاقات دولية سبق أن ذكرها الأستاذ. وهذا ما لجأنا إليه، وهذا ما سنلجأ إليه في دول أخرى، ربما كي نحاصر كذلك، كي نحاصر وكي لا نمنع أنفسنا من الحق في محاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم في حق الشعب المصري. علّه أن هناك شخصيات مصرية أخرى قريبا ستزور ألمانيا، علّه الرئيس المصري الآن يفكر في الزيارة من عدمها، بل هناك في كواليس أن المستشارة الألمانية كذلك قد تعيد النظر في استقباله من عدم استقباله. والبارحة أعلن رئيس البرلمان الألماني أول أمس أعلن رسميا بأنه لا يرغب في استقبال الرئيس السيسي. وهذا دور المنظمات الحقوقية، هذا الضغط الذي تمارسه عبر المؤسسات الدولية وعبر القضاء الوطني يؤتي أكلها في هذا الاتجاه، لأنها توضع في موقف حرج. أكيد أن فرنسا الآن محرجة، الآن 3 شكاوى في إطار تطبيق ما نصت عليه وما سطرته في قوانينها، فأكيد أنها الآن محرجة فرنسا. وأكيد أنه مسؤولين إذا فكروا في زيارة فرنسا سيفكرون 1000 مرة في الإقدام على ذلك. ما سنقوم به بعد قليل من إيداع 8 شكاوى بين يدي المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، خاصة مقررين، سنركز على بعض المقررين في تواصلنا معهم، خاصة المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون، المقرر الخاص بالتعذيب، المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة، المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أيضا المقرر الخاص بالاختفاء القسري، وغيره من المقررين الآخرين 8 والذين أصدروا تقارير في هذا الشأن. وهذه التقارير جاءت بناية على شكاوى في هذا الاتجاه. كم من منظمة قدمت شكايات حول الاختفاء القسري، حول التعذيب، حول القتل خارج القانون، حول اغتصاب النساء، حول تعذيب الأطفال واعتقال الأطفال، حول قضايا متعددة. فهذا دورنا كمنظمات، لسنا دولا، ليست لنا يعني قوة وصلاحية الدول، نمارس دورنا في ما يخوله لنا فما تخوله لنا القوانين الدولية، ونبقى منظمات حقوقية دورنا محدود في الضغط وهذا. شكرا. Maître Abdelmajid Morari, il parle de la question, ou bien il répond à la deuxième partie de la question de notre ami. Il dit on n'est pas des simples spectateurs, c'est la première chose. Et pour la question
à quoi ça sert ces actions qu'on mène aujourd'hui et ces procédures devant les institutions internationales. C'est une chose très importante, il dit, de faire la pression sur le régime égyptien pour qu'il renonce à ces comportements illégaux envers ses propres citoyens. Et on travaille bien sûr dans la législation européenne et selon les accords signés par les autorités européennes et selon les lois européennes pour pouvoir sauver le peuple égyptien de cette tyrannie. Il dit aussi qu'il y a des réactions, c'est-à-dire en Occident, ce n'est pas un seul bloc. Il y a des portes et des fenêtres qui peuvent s'ouvrir tous les jours devant les organisations internationales qui œuvrent pour le droit de l'homme et devant les gens qui travaillent dans le domaine juridique. Il donne comme exemple la délégation égyptienne qui va rencontrer des délégations européennes des divers parlements dans des pays européens. Il parle aussi de la décision du chef du Parlement allemand qui a déclaré pleinement et clairement devant tout le monde qu'il n'est pas prêt à recevoir Sisi en Allemagne et qu'il ne va pas le voir, qu'il ne va pas entretenir avec lui. Et ça, c'est un travail qui va durer et qu'on doit continuer à le faire pour pouvoir trouver d'autres personnes et d'autres pouvoirs ou bien d'autres organisations et d'autres institutions qui peuvent comprendre notre cause et soutenir notre cause. Merci. Il dit aussi, excusez-moi, porteurs international qui se sont réagis un jour contre ce qui s'est passé juste avec le putsch en Égypte. Et aujourd'hui même, on va les voir juste après cette conférence pour leur donner d'autres requêtes visant le régime égyptien pour ce traitement illégal envers son peuple. Merci. Je voulais juste ajouter un élément. En tant que société civile ou personne ou citoyen, il est important de relayer l'information, d'en parler autour de soi, avec la boulangère, avec le boucher, avec les choses simples de la vie. Mais quand on n'en parle pas, on l'oublie. Et je pense se responsabiliser par rapport à ça, c'est la première chose, ne pas oublier et puis en parler autour de soi. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'on est citoyen et que nos dirigeants se représentent avec des échéances électorales. Et on peut aussi avoir un groupe de pression au niveau politique. Je peux vous donner l'exemple de Gaza, où quand il y a eu les choses terribles qui sont passées, on a fait des marches un peu partout dans le monde, et les dirigeants se sont réveillés, ils se sont dit « Ah tiens, le peuple commence à se réveiller, il faut qu'on prenne position ». Là, je parle pour la France, en 2017, il y aura des échéances électorales, on ne va pas les louper, et le travail va se faire dès maintenant avec les réseaux sociaux, avec les choses comme ça, où on demande plus de responsabilité, on demande du courage à nos politiques, et c'est vrai que tout ce qui se fait au niveau du droit des choses, c'est très bien, il faut que ça se fasse, mais chacun d'entre nous, en tant que citoyens, devons parler et puis transmettre le message. Sensibiliser, et puis tout ce qu'on peut faire, envoyer des courriers, envoyer des mails. يذكر السيد علي كونه يجب على كل إنسان أن يتحرك في محاوله في هذه المجتمعات الأوروبية، أن يكلم جيرانه، أن يكلم حتى المتاجر التي يرتادها، حتى يسمع الجميع بهذه القضية ويقول أنه نحن كمجتمع مدني على عاتقنا مهمة كبيرة جدا في العمل وفي التواصل. ويأخذ مثال على ذلك قضية غزة التي أصبحت معروفة كثيرا جدا والتي تحرك من أجلها المجتمع الأوروبي كثير جدا بفضل عمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي أوصلت صوت المظلوم في
غزة إلى خارج هذا الإطار. وهذه مسألة مهمة، مسألة العمل القانوني مهم، ومسألة العمل الجمعياتي مهم، وكذلك مسألة التواصل المباشر مع المجتمع الأوروبي مهم. Merci beaucoup. Encore une intervention. Je propose que ce soit la dernière. Je pense qu'il faut après cela aller déposer nos plaintes. المتدخل الآن هي السيدة صفوة رئيسة Ah, c'est à toi. D'accord. Vas-y. ستتكلم الآن السيدة صفوة عيسى رئيسة المركز الدولي للعدالة والحقوق في جنيف. فلتتفضل. Merci, je remercie tous les intervenants pour tout ce qu'ils ont apporté d'éléments. Je trouve que c'est d'informations qui sont très importants et très intéressants. J'aimerais juste intervenir par rapport à ce qui nous intéresse peut-être ici en Suisse. Je pense que votre présence, elle est utile parce que il y a des démarches en France avec les tribunaux français par rapport à leurs compétences internationales et pour faire face justement à ces exécutions. Je pense qu'il y a aussi lieu de faire quelque chose ici à Genève. Je pense que ça serait vraiment très important de rencontrer des avocats à Genève et puis ils ont déjà des antécédents où ils ont pu intervenir en fait pour des cas pareils sur la Tunisie notamment. Notre ami il est parti, Nasser, donc sur la Tunisie il y a eu un cas pareil en fait où ils ont porté plainte contre des tortionnaires tunisiens et puis c'est des démarches vraiment très importantes qui peuvent vraiment être une menace en fait pour ces tortionnaires. Je trouve que ça serait vraiment très important de faire la même chose ici et puis de contacter des avocats à Genève et puis pour entamer une procédure aussi ici à Genève et pourquoi pas dans d'autres pays. Moi je pense qu'il faut ouvrir plusieurs fronts le plus vite possible bien sûr parce que les choses vont vite et puis moi je trouve que c'est une des actions qui est très utile à mon avis. Voilà, merci pour tous vos efforts. تكلمت السيدة صفوة عما يمكن أن يفعل هنا في سويسرا. قالت مثلما حصلت شكاوى في دولة فرنسا فيمكن أن نفعل نفس الشيء هنا، ويمكن أن نتواصل المحامون الذين قاموا بهذه الدعوات هناك في فرنسا مع محامين آخرين هنا في سويسرا والتواصل معهم من أجل فتح قضايا أخرى هنا. وأعطت مثال على ذلك، قالت أنه سابقا في سويسرا حدثت قضية مهمة جدا لعلي أذكر تفصيلا دقيقا حولها، وهي القضية التي رفعت ضد وزير الداخلية التونسي السابق في عهد بن علي والتي تورط في تعذيب كثير من الناس حتى وصل ببعضهم إلى الموت في وقت عهدته، وقدمت ضده شكاية هنا في جنيف. وأثناء زيارته كان سيعتقل ويحقق معه ولكن هرب ورجع إلى تونس، ورغم ذلك أصدر القضاء السويسري في حقه حكما ب10 سنوات سجنا نافذة، ومن ذلك اليوم لم يخرج من تونس حتى جاءت الثورة وسجن بعد الثورة. فهذه مثال من الأمثلة التي يمكن أن نبني عليها ويمكن أن نتواصل فيها مع المحامين السويسريين هنا. وهي تنصح كذلك بأنه شيء مهم لو رفعت قضايا في دول أوروبية عديدة، ويجب أن تكون هذه المبادرة سريعة لأن الوقت يجري بسرعة والانتهاكات في مصر يعني لا تنتظر. وشكرا. En votre nom à tous, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la suite dans les jours, semaines qui viennent. N'hésitez pas à prendre les infos qui se trouvent à l'entrée. N'oubliez pas de prendre les cartes de visite et d'échanger vos cartes de visite. Donc, affaire à suivre. On continue le combat. Excusez-moi si vous pouvez... pour vraiment rester toujours en contact et vous envoyer ce que nous faisons comme des rapports et comme des communiqués et comme des actions. Si vous avez la mobilité d'écrire vos noms, vos téléphones, vos emails et vos organisations sur cette petite feuille, et on vous remercie énormément. Merci.